Bien, bien, bonjour à tout le monde pour cette deuxième séance du séminaire Pensée interdisciplinaire Pensée la pandémie Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Keck, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale. C'est un plaisir tout particulier. Je crois qu'on l'avait reçu, j'ai consulté mes notes, en 2010 au moment de la sortie du Monde grippé, où il avait déjà décrit un certain nombre de dispositifs mis en place à Hong Kong pour suivre les sentinelles, dans le cas des grippes aviaires, donc 10 ans après, et après une nouvelle pandémie. Et alors que son nouveau livre sur la question va sortir en juin, euh, on attend beaucoup de ce qu'il va nous dire. Je lui donne tout de suite la parole pour 45 minutes. Merci beaucoup Arnaud pour ton invitation et merci à tous de nous avoir rejoints pour ce séminaire. Je suis très heureux de penser avec vous de façon interdisciplinaire cette pandémie qui effectivement confirme certaines des hypothèses que j'avais proposées il y a 10 ans. Donc au moment du livre sur le monde grippé, un monde grippé qui était un livre sur la pandémie de H1N1 de 2009. Et en même temps révèle de nouveaux aspects de la gestion globale des pandémies. Et effectivement, j'ai donc un livre qui va sortir en français en juin. Il devait sortir au mois de mars, mais le confinement l'a suspendu, qui s'intitule « Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine ». Et en fait, c'est la traduction d'un livre que j'ai écrit en anglais, et qui a été beaucoup réécrit selon le système du reviewing anglophone, puisque donc c'est un livre que j'ai publié à Duke University Press, donc qui est sorti en janvier de cette année, et que j'ai en fait écrit entre 2014 et 2016. C'était le manuscrit inédit pour mon habilitation, dont le garant était Philippe Descola, qui m'avait conseillé d'écrire et de soumettre ce livre en anglais. Et donc, je me suis auto-traduit, ce qui est un exercice assez intéressant et étrange. Et j'espère que la prose franco-anglaise que vous lirez, j'espère, en juin, ne sera pas trop indigeste. Et donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un PowerPoint qui est tout prêt et qui est destiné à présenter le livre en anglais, et que j'ai donc fabriqué pour un public d'anthropologues à UCLA, donc à Los Angeles, fin janvier. Et je n'ai pas actualisé ce PowerPoint parce que la pandémie nous révèle chaque jour des épisodes tellement nouveaux et intéressants que ça deviendrait beaucoup trop grand pour une conférence de 45 minutes. Mais donc, voilà, c'est l'état de mes réflexions sur la pandémie en fin janvier. Et en même temps, c'est bien parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le début des pandémies. C'est comment est-ce qu'on peut anticiper les pandémies au début? Est-ce qu'on peut les arrêter à partir des signaux d'alerte qui sont envoyés au commencement des pandémies? Et finalement, tout ce qui s'ensuit, donc les controverses sur les masques, sur les vaccins, m'intéresse moins. C'est vraiment les origines animales des nouvelles pandémies, ce qu'on appelle les zoonoses, qui m'intéressent. J'ai dit récemment sur France Culture, j'étais assez content de cette citation, parce que seule France Culture permet ce genre de citation, que mon approche était très inspirée par Claude Lévi-Strauss. Et je m'intéresse moins à la façon dont meurent ou dont s'arrêtent les pandémies qu'à la façon dont elles commencent. Un peu comme Lévi-Strauss dit, ce qui est intéressant dans les mythes, c'est au début, quand les animaux et les hommes ne sont pas séparés. Et en fait, les mythes, quand ils se transforment, dégénèrent ou se dégradent en petits romans policiers. Et c'est un peu ce qui est le cas aujourd'hui avec toutes les accusations portées sur les masques. En a-t-on fait trop ou pas assez? Donc voilà, mon analyse portera surtout sur cette question de l'anticipation des pandémies au niveau animal. J'ai effectivement travaillé avec deux groupes, des virologues et des ornithologues à Hong Kong, et plus généralement dans ce que j'ai appelé les sentinelles des pandémies aux frontières de la Chine, c'est-à-dire Hong Kong, Taïwan, Singapour, dont on a découvert à l'occasion de cette crise qu'ils étaient effectivement très mobilisés sur les signaux d'alerte
des pandémies qui venaient du continent chinois. Voilà, et puis je justifierai à la fin de ce PowerPoint le titre du livre, donc Avian Reservoirs, qui est un jeu de mots sur le terme donc, épidémiologique de réservoir viral et toutes les associations qu'on peut faire sur ce terme en anthropologie. Alors voilà, pour situer donc mon exposé dans le contexte de la pandémie actuelle, et donc un nouveau coronavirus qui a été détecté fin décembre 2019 dans la ville de Wuhan. Alors il est possible, il y a des indices qui montrent que ce virus circulait déjà en Chine depuis l'automne, hein, et peut-être même dans la province du Guangdong, ce ne serait pas étonnant. Mais en tout cas, il a été détecté dans la ville de Wuhan, à côté d'un marché aux animaux. On a très vite découvert que ce nouveau virus qui causait donc des pneumonies atypiques était très similaire à un virus de chauve-souris qu'on avait identifié en 2018. Et ça confirme l'hypothèse sur laquelle travaillent beaucoup de virologues, selon laquelle un grand nombre de virus, notamment des coronavirus, mais pas seulement, viennent des chauves-souris, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Fin janvier, il y avait encore cette hypothèse que l'animal transmetteur entre les chauves-souris et les humains était un serpent, ce qui était très peu probable, puisqu'on n'a, à ma connaissance, jamais découvert le rôle de serpent dans la transmission de zoonoses, sans doute parce que les serpents sont quand même trop éloignés des humains. Mais c'est vrai que le serpent est consommé dans la médecine chinoise traditionnelle. Et actuellement, une hypothèse qui circule, ce serait donc le rôle du pangolin, qui est donc ce fourmilier consommé aussi dans la médecine chinoise traditionnelle pour la vertu de ses écailles. Mais on a la trace phylogénétique de cette transmission, puisqu'on a trouvé du coronavirus chez des pangolins de Malaisie, mais on n'a pas la preuve épidémiologique, puisqu'on n'a pas le pangolin zéro, ou en tout cas le boucher de pangolin zéro, c'est-à-dire finalement quelqu'un qui aurait effectivement transmis en tuant des pangolins le virus des animaux aux humains. Par contre, ce qui est tout à fait sûr, c'est que c'est un coronavirus. Les coronavirus se transmettent des chauves-souris aux humains et ils causent des ravages dans les systèmes immunitaires humains parce que les chauves-souris ont des systèmes immunitaires beaucoup plus performants que les nôtres. Et ce coronavirus est particulièrement apte à se transmettre dans l'air, sans même peut-être des gouttelettes, hein, simplement par le fait de parler ou de respirer à côté de quelqu'un. Et ces protéines spike donc, qu'on voit sur la capside, apparemment s'accrochent très bien aux récepteurs des voies respiratoires des humains, ce qui explique sa forte contagiosité. Par contre, sa létalité restait assez stable et assez faible, hein, autour de 1%, mais étant donné sa très forte contagiosité, ça a suscité effectivement une très forte alerte. Et donc, les autorités de Wuhan ont voulu contrôler très rapidement la circulation de ce virus. Alors, on sait qu'il y a eu 3 semaines qui ont été perdues parce qu'entre l'alerte donnée par les médecins de Wuhan et les mesures de quarantaine prises par les autorités, il y a eu 3 semaines de perdues, hein, et même les lanceurs d'alerte ont été en quelque sorte blâmés, encouragés à se taire. Et c'est une des raisons de la crise actuelle et des accusations qui sont portées contre la Chine. Et on pourra aussi y revenir, dans quelle mesure on peut faire confiance à la Chine pour lancer l'alerte sur les pandémies qui apparaissent sur son territoire. Ce qui fait que les autorités chinoises ont lancé l'alerte, c'est la similitude entre ce virus, ce nouveau coronavirus causant des maladies respiratoires, et le virus du SRAS, qui avait infecté 8000 personnes, dont 10% étaient mortes en 2003. Donc, une contagiosité assez faible, hein, et c'était surtout des personnes jeunes qui avaient été infectées. Par contre, une létalité forte. Et ce qui avait beaucoup frappé à l'époque, c'est que les personnes qui mouraient étaient des infirmiers. Et ça s'est reproduit
sur le SRAS, sur le SRAS-2, hein, le SRAS-CoV-2, tout simplement parce que ces coronavirus se transmettent très bien dans des espaces confinés, comme les salles d'urgence des hôpitaux. Mais le fait que le personnel hospitalier soit les premières victimes de ce virus et qu'il se transmette dans l'air a produit dans le discours des autorités asiatiques une métaphore, si on veut, ou une comparaison, ou une analogie, avec le 11 septembre aux États-Unis. C'est-à-dire que comme les attaques terroristes, ce virus se répandait par avion et il touchait d'abord ceux qui venaient aider les victimes, c'est-à-dire les pompiers à New York et les infirmiers en Chine. Donc, c'est très important de comprendre ce rôle du personnel hospitalier dans le souvenir de la crise du SRAS. Voilà une photo que j'ai prise dans un hôpital à Canton où il y a eu une forte mobilisation contre le SRAS. C'était vraiment une salle qui était dédiée au SRAS à l'entrée de l'hôpital, avec toute la propagande chinoise, avec des lettres d'or, des statues. Mais on comprend qu'à la suite du SRAS, les autorités de Pékin ont investi massivement dans le système hospitalier avec des hôpitaux dédiés aux maladies respiratoires ou plus généralement aux maladies infectieuses. Et c'est ce qui a donné aussi une certaine supériorité à la Chine et aux frontières de la Chine dans la gestion de cette pandémie, et aussi une crainte en fait des pays européens, américains, africains sur leur capacité à faire face à un virus de type SRAS. C'est vraiment parce que la Chine avait investi dans le système hospitalier après le SRAS qu'elle a pu montrer ses capacités et que donc le reste du monde s'est trouvé au défi de répondre aussi bien à cette nouvelle pandémie. Alors, il y a eu donc des héros dans cette crise du SRAS. Les héros anonymes, en quelque sorte, c'est les infirmiers qui sont morts ou qui ont été infectés par cette maladie. Et puis, il y a des héros connus dont le nom circule dans les médias chinois, notamment donc Zhong Nanshan, qui était le directeur de l'Institut des maladies respiratoires de Canton et qui a été le premier à lancer l'alerte en Chine continentale sur le fait que cette maladie n'était pas bénigne, que ce n'était pas une maladie respiratoire connue, alors qu'à l'époque, le ministre de la Santé disait c'est causé par une bactérie chlamydia. Lui, il a dit non, c'est une nouvelle maladie et il a envoyé des échantillons aux virologues de Hong Kong pour qu'ils identifient ce nouveau virus. Et c'est Zhong Nanshan qui est un des inspirateurs de la réponse de Pékin à la pandémie, enfin à l'émergence de Wuhan, notamment le confinement, en s'inspirant notamment des mesures qui avaient été adoptées au Vietnam. C'est très important le rôle du Vietnam dans le SRAS. Le Vietnam est sans doute le seul pays qui est sorti complètement victorieux du SRAS, alors que, et avec peut-être Hong Kong, mais en tout cas Taïwan, la Chine, Singapour n'ont pas très bien géré la crise du SRAS. C'est vraiment les mesures de confinement et de traçage qui avaient été adoptées au Vietnam qui ont été recommandées par Zhong Nanshan aux autorités de Pékin. Alors, à la suite de cette crise, je voudrais poser, à la suite de cette émergence, je voudrais poser 3 questions sur finalement qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan. Et ce n'est pas des questions, bien sûr, factuelles. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas historien. C'est des questions un peu conceptuelles. C'est la question qu'ont beaucoup posé les journalistes, mais elle était informée, simplement, elle n'était peut-être pas suffisamment conceptuellement informée. Est-ce que Wuhan était prêt à affronter une pandémie ? Alors, si on décline cette question, il faut analyser ce que j'appelle les techniques de préparation. La première technique de préparation, c'est de construire des sentinelles, justement au lieu d'émergence des pandémies, pour capter les signaux d'alerte. Raphaël, tu peux éteindre, s'il te plaît ? Pour capter les signaux d'alerte de l'émergence virale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Wuhan
est assez comparable à Hong Kong finalement. Hong Kong a été la sentinelle, je vais le montrer à la fin de l'exposé, a été la sentinelle pour le SRAS. L'idée des autorités chinoises, depuis 2003, c'est que Wuhan devienne la sentinelle pour les prochaines pandémies de coronavirus. Et donc, ça a marché. Donc, le fait que ça a été identifié à Wuhan n'est pas un hasard. Il faut bien sûr éviter de céder à la théorie du complot sur laquelle ça a émergé à Wuhan parce qu'on s'y attendait. Donc, on a en quelque sorte fabriqué le virus pour confirmer les techniques d'anticipation. Mais Wuhan, je disais, est très comparable à Hong Kong au sens où c'est vraiment un poste commercial, un trading post, que les Occidentaux ont renforcé, qui existait depuis longtemps sur le fleuve Yangtze, mais que les Occidentaux ont renforcé au milieu du 19e siècle, puisque c'était le point d'entrée de la Chine centrale vers le fleuve Yangtze qui permettait d'aller jusqu'à Shanghai, comme on le voit sur la carte. Et en 1927, ces trois postes commerciaux ou comptoirs coloniaux, si vous voulez, ont été unifiés par la Chine républicaine en une seule ville, donc Wuhan, des deux côtés de la rivière Yangtze. Et il faut se rappeler qu'en 1911, c'est à Wuhan qu'a commencé la révolution chinoise, qui a donc détrôné l'empereur, au motif que l'empereur de Chine avait laissé les banques occidentales financer la construction du chemin de fer chinois. Donc, si on se met dans la perspective de Xi Jinping, qui est donc président à vie du... pardon. Xi Jinping a eu cette idée, cet avertissement que un signal qui venait de Wuhan était très dangereux, puisque c'était la possibilité d'une chute de son pouvoir, en quelque sorte, en prenant la place du pouvoir impérial. Et finalement, si ce signe a été capté à Wuhan, c'est parce que depuis 2003, il y avait une collaboration avec les Occidentaux. Alors en fait, Wuhan, au cours de la Chine communiste, a toujours été un lieu de collaboration avec les Occidentaux pour des industries technologiques du type automobile, optique. Mais après 2003, l'Académie des sciences de Pékin, l'Académie des sciences chinoises, a collaboré avec l'Académie des sciences françaises pour construire un laboratoire de biosécurité niveau 4, donc le plus haut niveau de biosécurité. Il y a à peu près une quinzaine, je crois, de laboratoires de ce type dans le monde. Il y en a la plupart aux États-Unis, quelques-uns en Europe, et un seul en Asie, donc qui a été construit à Wuhan avec le savoir-faire français. Les Américains étaient très furieux que les Français fassent une collaboration aussi risquée. Et d'ailleurs, effectivement, c'était pas une très bonne idée, puisque dès que le laboratoire a été inauguré en 2018, en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve, eh bien, les autorités chinoises ont cessé de collaborer avec les Français et on n'a aucune information sur ce qui s'est fait dans ce laboratoire depuis 2 ans. Reste que les scientifiques qui travaillent dans ce laboratoire sont de très haut niveau. Certains ont été formés en France. Et j'ai visité ce laboratoire en 2012 et je peux vous dire, étant donné le nombre de seuils de sécurité, c'est vraiment comme une centrale nucléaire de dernier, je ne sais plus comment ça s'appelle, les APR, EPR, ces centrales nucléaires où vous avez des tonnes de béton pour éviter que le matériel dangereux puisse s'échapper. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'un laboratoire du CDC, donc le Centre de contrôle des maladies chinois, où on manipule des virus de chauve-souris, qui était à 2 km du marché aux animaux de Wuhan, ait été le lieu d'une échappée. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un virus qui a été fabriqué par des Chinois, c'est bien un virus qui venait des chauves-souris. Est-ce qu'il est passé par un pangolin ou par un laborantin maladroit? L'histoire le dira. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de garder cette idée que la Chine, depuis 2003, s'attendait et s'équipait pour l'émergence d'un coronavirus de chauve-souris dans la ville de Wuhan. La deuxième question, c'est est-ce que ce personnel hospitalier, dont on a vu qu'il a souffert de la pandémie de SRAS, est-ce qu'il était prêt à une nouvelle pandémie? Alors, ce que j'ai observé, c'est qu'à Hong Kong, et en fait ça se produit dans toute la Chine, on organise chaque année, 2 fois par an, des exercices de simulation de pandémie.
Alors, c'est des exercices basés sur des scénarios construits par souvent des gens qui viennent du théâtre ou du cinéma et qui permettent au personnel hospitalier de s'entraîner à faire les bons gestes sur des patients. Alors, les patients sont joués par des volontaires, hein, souvent des gens qui sont dans des associations de gestion d'accidents du type accident de voiture ou accident d'avion. Donc, on a des patients qui jouent, on a des faux patients, mais on a des vrais hospitaliers. Et donc, ce personnel hospitalier doit faire les gestes d'urgence. On a beaucoup entendu parler en Italie de tous ces gestes de triage, hein, où face à un afflux de patients pandémiques, il faut traiter ceux qui présentent, ceux qui ont le plus de chances d'être sauvés. Ça, c'est vraiment des techniques qui ont été adoptées en Afrique dans la gestion de crises humanitaires qu'on appelle en situation de pénurie de ressources. Donc voilà, c'est vraiment l'idée qu'on va simuler la pandémie pour que quand elle a lieu, son caractère catastrophique, impensable, paniquant, soit géré de façon ordinaire, hein, par le personnel hospitalier, de façon à ce que des décisions engageant des émotions très fortes, hein, comme le triage, soient prises selon des procédures attestées. Ça, c'est la deuxième question, celle sur les simulations. La troisième question, c'est est-ce qu'on avait les stocks de traitement pour faire face à cette pandémie? Alors, vite, en France, on a eu la réponse à cette question, c'est non, on n'avait pas les masques. À l'époque, j'ai posé la question sur les vaccins parce qu'il y avait un petit doute, mais on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas de vaccin contre le coronavirus du SRAS et que ça mettrait beaucoup de temps à fabriquer un nouveau vaccin. On a même, enfin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a jamais fabriqué un vaccin contre un coronavirus, donc ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, le modèle, ça a été effectivement contre la grippe. On avait des vaccins et des antiviraux qui étaient stockés dans des lieux stratégiques, notamment aux États-Unis. Et donc là, j'ai mis la photo du National Strategic Stockpile aux États-Unis, qui a été donc lancé par ce monsieur Edwin Kilburn, qui est un des grands spécialistes de la grippe aux États-Unis, qui est mort il y a quelques années, et qui en 1976, suite à l'émergence du virus H1N1 aux États-Unis, a coordonné une grande campagne de vaccination contre cette grippe. Ça a mal fini parce que après que 10% de la population a été vaccinée, il y a eu des syndromes de Guillain-Barré qui se sont révélés, et donc la campagne de vaccination a été arrêtée. Mais à la suite de ça, il y a eu cette réflexion sur comment on fait pour organiser une grande campagne de vaccination nationale. C'était juste après que les États-Unis avaient à la fois réussi la vaccination contre la variole au niveau mondial et échoué dans la gestion de la crise du Vietnam. Donc, il y avait l'idée d'un effort national de santé publique pris en charge par l'État fédéral, qui était assez nouveau, hein, aux États-Unis. Et donc, voilà, ça a déclenché cette réflexion sur comment on lance une campagne de vaccination, comment on fait des stocks pour s'y préparer. Et donc, effectivement, après 2005, hein, quand l'OMS a pris le règlement sanitaire international, l'idée que chaque État ait son stock de masques, de vaccins et d'antiviraux pour faire face à la grippe était vraiment une idée communément admise. On a vu ce qu'il en est advenu en France. Mais par contre, en Chine, on avait des stocks de masques et on a vu comment ils ont été déployés à la fois dans les hôpitaux chinois et ensuite dans ce qu'on a appelé la diplomatie du masque. Donc voilà pour cette assez longue introduction à la situation présente, mais voilà le tableau que j'ai construit à la fin de mon livre Les Sentinelles des pandémies, et en version anglaise, La Vie de réservoir, et qui se révèle finalement assez utile. Donc moi, je suis formé dans l'école structuraliste de Claude Lévi-Strauss, donc les tableaux, c'est comme un peu les modèles épidémiologiques. On sait que ça ne marche pas tout à fait, hein, c'est juste des modèles pour imiter la réalité, mais quand on voit que ça permet de diagnostiquer une situation, on est quand même assez content. Et donc, le tableau que j'ai construit consistait à dire que ces trois techniques de préparation aux pandémies, finalement, elles reposent sur des compétences que les sociétés humaines ont développées à des stades différents et qui s'hybrident, qui se mélangent. C'est ça qui produit d'ailleurs tous les débats, hein, sur la préparation aux pandémies, qui se mélangent dans la gestion d'une maladie particulière. Alors, pour ce qui est des sentinelles, je dis que c'est des techniques synégétiques, c'est-à-dire que l'anthropologie des chasseurs-cueilleurs montre
quand un chasseur doit rencontrer sa proie, en quelque sorte, eh bien, il doit percevoir les signaux que celle-ci consent à être tuée. Et si ces signaux sont mauvais, il faut bien qu'il les interprète, sinon la proie va se venger. Donc, c'est ainsi que je comprends tout le discours sur les sentinelles comme des animaux qui lancent des signaux d'alerte précoces. Et puis là-dessus se rajoute tout un discours que j'appelle pastoral, au sens un peu de Michel Foucault, qui décrit le pouvoir pastoral comme une des sources du biopouvoir. Il y a tout un discours sur le sacrifice. La sentinelle, c'est souvent un animal qui meurt le premier sur la ligne de front dans la lutte contre un ennemi. Mais il est important pour mon raisonnement que les sentinelles ne meurent pas toujours. Hein. La plupart du temps, elles se contentent de communiquer avec le chasseur, avec le prédateur. C'est seulement dans des États assez bien organisés, souvent dans des empires, que ce dispositif de sentinelle se complète d'une rationalité sacrificielle. Alors, j'ai beaucoup étudié ça à Hong Kong. Et donc, chacune des techniques de préparation a été davantage étudiée dans une des 3 sentinelles des pandémies. Et puis, je dis que chacune des techniques de préparation pose un problème différent qui se résout avec des concepts anthropologiques différents. Le problème de la sentinelle, c'est le problème de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse alerte? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie alerte? Et ça pose des questions épistémologiques assez redoutables, mais qui se résolvent en quelque sorte par l'analyse des mythes. Comme je le disais, donc, les mythes, ce sont ces récits sur des temps où les hommes et les animaux n'étaient pas séparés, mais communiquaient entre eux. Et donc, si on veut comprendre ce qui se passe dans les dispositifs de sentinelle, il faut justement revenir à ce temps de proximité entre les humains et les animaux. La deuxième technique, c'est donc la simulation de pandémie. Et je dis que c'est synégétique, hein, ça vient des chasseurs-cueilleurs, tout simplement parce qu'on voit dans les rituels des chasseurs-cueilleurs qu'ils imitent les animaux qu'ils veulent chasser. Et ça leur permet, dans les sociétés chamaniques, par exemple, de Sibérie ou d'Amazonie, ça leur permet justement d'assurer la réussite de la chasse. Et puis, dans les sociétés pastorales, la simulation se complète de scénarios qui sont écrits par des spécialistes. Et donc, ça donne lieu à des débats beaucoup plus complexes. Alors moi, j'ai beaucoup étudié la simulation de pandémie à Singapour, parce que Singapour, c'est en quelque sorte la cité des biotechnologies aujourd'hui. Hein. Vous avez beaucoup de biologistes qui travaillent sur des ordinateurs pour faire des modèles de simulation de tas de maladies qui vont tous nous affecter, mais qui affectent surtout la population de Singapour. Et je dis que le problème philosophique de la simulation, c'est la réalité. C'est vraiment c'est un problème que les rédacteurs de scénarios de pandémie posent toujours, et de catastrophes en général. C'est le problème du réalisme. Dans quelle mesure un scénario sera suffisamment réaliste pour que les acteurs qui jouent ce scénario se sentent pris dans la scène, dans la simulation, et est ainsi le sentiment que la catastrophe est là. Imagine que la catastrophe est là. C'est tout l'enjeu de la préparation, hein, c'est imaginer que la catastrophe est là pour en limiter les dégâts. Et donc, effectivement, ces questions ont été beaucoup abordées par les anthropologues dans l'analyse du rituel. La troisième technique de préparation, c'est le stockage. Alors, c'est assez intéressant, quand j'ai commencé à réfléchir au stockage, j'ai vu que c'est un terme qui se dédouble en anglais et pas en français. En anglais, on dit storage et stockpiling. Alors, storage, c'est l'idée qu'on peut stocker n'importe quoi. C'est vraiment ce que Lévi-Strauss appelle le bricolage, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on prend tout ce qui vient, on le stocke et ça peut toujours servir. On va recombiner des éléments différemment pour faire face à des situations nouvelles, hein, pour donner naissance à des événements. Et puis le stockpiling, c'est l'idée de stocker dans une finalité très précise qui est celle d'une catastrophe, d'une urgence à laquelle il va falloir faire face. Et ça demande effectivement des capacités d'organisation qui sont celles des sociétés pastorales. Alors, j'ai beaucoup étudié cette technique à Taïwan parce que Taïwan a une industrie pharmaceutique très forte et dans le contexte de la guerre qu'on voit aujourd'hui, de la diplomatie des masques entre Taïwan et la Chine, Taïwan veut envoyer au monde entier des masques, des vaccins, des antiviraux. Hein. Donc, ils stockent beaucoup. Et ce qui est très intéressant à Taïwan, c'est qu'à ma connaissance, c'est le seul pays où il y a eu un débat parlementaire
sur le recyclage et le renouvellement des stocks de masques. Et le Parlement a décidé, donc de façon transparente, de renouveler les stocks de masques. Si ça avait eu lieu en France, on n'en serait peut-être pas dans la situation actuelle. Le problème philosophique que pose le stockage, c'est celui de l'équité, c'est-à-dire de la juste distribution de ces biens. Alors, dans une société de chasseurs-cueilleurs, c'est assez facile parce que c'est des sociétés égalitaires. Dans une société hiérarchique comme les nôtres, c'est plus compliqué parce qu'il faut justement définir des publics prioritaires. Alors, est-ce que ce sera les infirmières, les gouvernants? Ça donne lieu à des tas de débats. Et puis, le domaine anthropologique auquel ces débats se rattachent, c'est celui de l'échange. Alors, vraiment au sens des théories de Marcel Mauss sur l'échange, l'échange qui est toujours asymétrique, qui a toujours une dimension agonistique. Je te donne quelque chose pour t'écraser sous le poids de la dette. Et on peut même revenir à l'origine des analyses de Mauss sur le don, puisque ce qu'on échange quand on est dans la diplomatie de la préparation aux pandémies, c'est des virus. On échange des virus, y compris quand on échange des vaccins. Un vaccin, c'est jamais qu'un virus atténué. Et donc, on est vraiment dans cette ambivalence du gift, au sens anglais, à la fois le don et le poison. Alors, voilà donc l'argument principal du livre en anglais que j'ai reproduit en français. En fait, ce livre combine deux tendances dans l'anthropologie contemporaine qui sont donc ce qu'on appelle l'anthropologie de la biosécurité ou l'anthropologie du contemporain, qui est donc un courant lancé par Paul Rabinow, notamment à partir de Berkeley en Californie, avec lequel j'ai travaillé, et donc avec notamment les travaux de Andrew Lakoff et Stephen Collier qui montrent comment les techniques de préparation aux pandémies sont notamment renforcées après le 11 septembre aux États-Unis avec les lettres à l'anthrax, mais en fait émergent à la fin de la guerre froide et transfère vers les pandémies, les catastrophes naturelles, des techniques d'anticipation du futur qui viennent de la guerre froide, de tous les stratèges qui visent à préparer les Américains à une guerre nucléaire. Et puis de l'autre côté, l'anthropologie de la nature ou le tournant ontologique en anthropologie, donc avec des auteurs comme Bruno Latour ou Philippe Descola en France, ou à Cambridge, Martin Hallward, Morton Pedersen, Eduardo Vivros Castro, Marion Strathern, qui, eux, affirment qu'il faut sortir du multiculturalisme et plutôt analyser la façon dont différentes sociétés construisent la réalité, en prenant au sérieux les énoncés ontologiques sur ce qui est, y compris dans des sociétés très bizarres où les hommes disent qu'ils sont des animaux, comme dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Alors, ça me conduit donc à combiner ces deux courants pour faire l'argument suivant, c'est que les techniques de sentinelle ne doivent pas être décrites à travers une ontologie naturaliste de la mesure quantitative du risque et de la menace, comme le font par exemple les épidémiologistes, mais à travers une ontologie animiste qui prend la perspective des oiseaux sur les menaces qui les affectent avant d'affecter les humains. Je soutiens aussi que les animaux humains et non humains, alors ça, c'est tout un vocabulaire qu'on utilise dans ce qu'on appelle justement le multispecies ethnographie, on pourrait y revenir, mais je trouve que c'est assez juste comme expression, une fois qu'on sort de l'humanisme de l'anthropologie classique. Donc les animaux humains et non humains communiquent à travers des techniques de sentinelle de la même façon que les chasseurs communiquent avec leur proie dans les sociétés animistes. Et troisième argument, les techniques pastorales de préparation mélange l'ontologie animiste des techniques synégétiques avec l'ontologie naturaliste du capitalisme dans une ontologie analogiste régulée par le sacrifice. On pourra revenir bien sûr à tous ces points dans la discussion, mais je voudrais juste éclairer cet argument un peu conceptuel par quelques données ethnographiques. Alors, je vais donc revenir à Hong Kong, qui est quand même le terrain que je connais le mieux, où j'ai beaucoup travaillé entre 2007 et 2014. Hong Kong, c'est donc une colonie britannique fondée en 1840 sur un village de pêcheurs et un rocher stérile qui est devenu un hub du capitalisme mondialisé, notamment suite à l'immigration massive de réfugiés chinois, la mise en place d'une industrie made in Hong Kong pour inonder le marché américain.
Et ce contraste entre des fermes où vous avez donc des cochons, des poulets les uns à côté des autres, et ces gratte-ciel où les financiers bon, venus du monde entier gèrent ce qu'on appelle l'atelier du monde, c'est-à-dire la puissance manufacturière de la Chine. Et finalement, l'alerte sur le potentiel d'émergence de ce contraste, de cette coïncidence entre le plus archaïque et le plus moderne, a été lancée dans les années 70 à partir de ces diagrammes, lorsqu'on a découvert que les virus de grippe circulaient de façon asymptomatique chez les canards et en général chez les oiseaux aquatiques, et se transmettaient donc à travers les volailles, oies, cailles ou poulets, avec parfois le véhicule intermédiaire du cochon jusqu'à se transmettre aux humains. Ceux qui ont lancé cette alerte, c'est donc des microbiologistes australiens qui ont été formés dans l'école d'immunologie donc de Frank McFarlane Burnett, qui est le fondateur de l'immunologie en Australie, formé à Cambridge. Et vous avez la photo de ces 3 microbiologistes australiens, donc Shortridge, Webster et Laver, dans un comité d'experts de l'OMS sur les maladies infectieuses, sur l'écologie des maladies infectieuses. C'est un domaine qui avait été lancé par Burnett. C'est le titre d'un de ses bouquins des années 60, 62, je crois. Donc, ce comité est présidé par Martin Kaplan, qui était le vétérinaire en chef de l'OMS. Donc, il y avait quelques vétérinaires à l'OMS qui étaient en charge justement d'anticiper les pandémies dans les réservoirs animaux. Et donc, ces microbiologistes australiens ont fait les 2 hypothèses qui sont au cœur des scénarios d'anticipation des pandémies de grippe. La première, donc proposée par Webster et Laver, c'est que les virus de grippe mutent chez les oiseaux. C'est des scientifiques qui travaillent sur les anticorps de la grippe et qui ont commencé dans les années 60 à prélever des oiseaux et à découvrir des tas d'anticorps. Donc, ils ont fait une gigantesque banque virale située aux États-Unis, à Memphis, dans le Tennessee, pour comparer tous les virus de grippe chez les oiseaux. Et puis, vous avez Kennedy Shortridge, qui vient aussi d'Australie, mais qui lui s'installe à Hong Kong en 1972, dans le département de microbiologie, et qui en fait un lieu de surveillance des mutations des virus de grippe dans le sud de la Chine, grâce à un réseau qu'il construit avec les autorités en charge de l'agriculture dans la région de Canton. Alors, ces scénarios qu'ils construisent dans les années 70, donc qui viennent en fait du fait que les précédentes pandémies de grippe, 1957-1968, qui ont tué entre 1 et 2 millions de personnes à chaque fois, venaient du sud de la Chine. On dit que c'est la grippe de Hong Kong en 68, la grippe asiatique ou la grippe de Singapour en 1957, mais en fait, c'est parce qu'on ne savait pas ce qui se passait en Chine, qui n'étaient pas membres de l'OMS, et donc c'est à Hong Kong et Singapour qu'on l'a détecté. Mais donc, en 72, ils se disent, eh bien, à Hong Kong, on va pouvoir anticiper la prochaine pandémie de grippe. Alors, il faut 25 ans quand même pour que ce scénario se confirme. En 1997, juste l'année où la colonie britannique rétrocédait à la Chine populaire. Bon, cette coïncidence entre les 2 événements pourrait là aussi alimenter les théories du complot. On peut tout simplement supposer que quand il y a un contexte politique qui rend très sensible les autorités sanitaires à une émergence, eh bien, les sentinelles sont justement beaucoup plus efficaces que dans le temps ordinaire de la surveillance au quotidien. Alors donc, en 1997, en février exactement, un virus apparaît sur des marchés de volailles. 5000 volailles meurent d'un nouveau virus de grippe qu'on appelle H5N1, parce que le H, c'est l'hémagglutinine, donc c'est la protéine d'entrée du virus dans la cellule. Le N, c'est la neuraminidase. Donc, les virus de grippe sont classés en fonction de ces protéines. Et donc, on l'appelle H5N1 parce qu'il est nouveau. Et on suppose même que c'est la première fois qu'un virus de grippe passe directement des oiseaux aux humains parce qu'on n'a pas trouvé ce H5N1 sur les porcs. C'est ce qui explique sa très forte létalité. On a 12 personnes qui sont infectées par ce nouveau virus et sur ces 12 personnes, 8 meurent. Donc, on lance l'alerte, c'est Shortridge qui lance l'alerte parce qu'on se dit si ce virus se transmet d'humain à humain,
et il y a des doutes sur les 12 personnes. Est-ce qu'ils se sont transmis entre eux ou est-ce qu'ils l'ont eu depuis les oiseaux? Eh bien, ça va vraiment causer une pandémie terrible. Et à ce moment-là, on dit ce serait comme la grippe espagnole, mais en pire, et on annonce entre 60 et 100 millions de morts. Alors, la personne qui doit gérer cette alerte, c'est Margaret Chan, qui est depuis 1994 directrice du département de la santé du gouvernement de Hong Kong, formée en Angleterre, bien sûr. Et celui qui l'aide, c'est Keiji Fukuda, qui est un japonais-américain qui dirige la section grippe du CDC à Atlanta, et donc qui vient aider Margaret Chan à faire le diagnostic de cette crise. Alors, le 1er juillet 1997, Hong Kong est rétrocédé à la Chine, feu d'artifice sur Hong Kong, départ des Anglais. Et le 1er novembre 1997, Margaret Chan décide d'abattre tous les poulets vivant sur le territoire, c'est-à-dire 1,5 million de poulets. Margaret Chan est aujourd'hui encore une personne dont on se rappelle à Hong Kong comme quelqu'un qui a abattu les poulets. Hein. Alors que c'est aussi elle qui a géré la crise du SRAS en 2003. Pas très bien apparemment, elle a dû démissionner à la suite de cette gestion. Et grâce au soutien de Pékin, elle est devenue directrice de l'Organisation mondiale de la santé en 2006. Et comme par hasard, Keiji Fukuda est devenu le vice-directeur de l'OMS. Donc, c'est vraiment important de comprendre que les deux personnes qui gèrent le foyer de H5N1 en 1997 à Hong Kong vont gérer la préparation aux pandémies entre 2006 et 2017, je crois, hein, puisqu'en 2017, c'est le docteur Tedros, donc égyptien élu avec le soutien, là encore, de Pékin, qui va prendre le relais de Margaret Chan. Et puis, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces abattages de poulets qui ont lieu sous le regard des médias dans le marché central de Cheung Sha Wan à Hong Kong, parce qu'à la même époque, les Européens abattent massivement des bovins, hein, c'est l'époque de la vache folle, et ça suscite tout un débat sur la compassion à l'égard des animaux et les excès de l'élevage industriel, qui prennent une forme très différente à Hong Kong. Alors, toujours dans les périodes de crise, donc le 97 c'est H5N1, 2003 c'est le SRAS, et en fait c'est les mêmes microbiologistes qui ont géré le H5N1 en 97 qui vont gérer le SRAS. Alors ils ont perdu en fait 2 semaines en 2003 parce qu'ils ont cru que le SRAS était un virus de grippe. Il y a eu d'ailleurs des cas de H5N1 sur des oiseaux début 2003 à Hong Kong, et puis très vite ils vont comprendre que le raisonnement d'anticipation des zoonoses qu'ils avaient appliqué à la grippe va marcher pour le SRAS. Et donc, grâce aux échantillons qui viennent de Canton, donc de Zhongnanshan, les microbiologistes de Hong Kong vont pouvoir d'abord identifier ce nouveau virus, c'est un coronavirus, et ensuite identifier ses origines animales en allant sur les marchés aux animaux de la région de Canton, en découvrant le rôle des civettes masquées dans la médecine chinoise traditionnelle, et ensuite en remontant jusqu'aux chauves-souris. Bon, je vous passe le descriptif de toute cette équipe avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais vous voyez très bien que par rapport à la photo de l'OMS en 1976, eh bien, en quelque sorte, la recherche s'est sinisée. Hein. On a des chercheurs hongkongais, chinois, sri-lankais. Alors, elle ne s'est pas beaucoup féminisée. Hein. On avait quelques femmes à l'OMS. Maintenant, dans la 3e génération, en quelque sorte, des microbiologistes de Hong Kong, vous avez davantage de femmes chinoises. Et c'est la même chose à Wuhan, hein, puisque le laboratoire de Wuhan est dirigé par une femme formée en France. Alors, donc ça, c'était les périodes de crise avec les héros comme ça, souvent masqués d'ailleurs, qui apparaissent dans les médias parce qu'ils ont contrôlé le virus. Et puis au quotidien, eh bien, c'est une surveillance des virus qui consiste pour les microbiologistes, alors souvent aidés par des vétérinaires, à faire des prélèvements sur les marchés, donc les marchés aux animaux de Chine, et à dessécher, isoler, identifier les virus pour mettre les séquences sur des banques virales, où ils vont ensuite pouvoir construire des magnifiques arbres phylogénétiques ou des modèles comme ça de structure du virus. Mais ça, je n'ai pas beaucoup étudié comment on fabrique ce genre de modèle. Par contre, j'ai beaucoup étudié comment on fait ces arbres, et c'est très, très beau quand on comprend les logiciels qui sont utilisés. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec cette bande de jeunes microbiologistes australiens et indiens qui sont maintenant à Singapour et qui font justement des simulations de pandémie par des logiciels de reconstruction
phylogénétique basée sur des horloges moléculaires. C'est tout à fait passionnant à comprendre. Alors, donc ça, c'est ce que j'appelle les chasseurs de virus. C'est vraiment ceux qui sont aux avant-postes pour reconstruire les voies d'émergence des virus en traçant des lignes, comme dirait Tim Ingold, des lignes de franchissement de barrières d'espèces. Et puis, ces chasseurs de virus sont en contact avec les fermiers, le pouvoir pastoral. Là, vous avez K.Y. Yuan, qui est le directeur du département de microbiologie de l'Université de Hong Kong, qui est aussi un des grands acteurs de la pandémie de Covid là, en Chine, même s'il commence à être âgé, qui vraiment fait partie de la notabilité hongkongaise. Et donc, il est allé dans une ferme donc dirigée par ce fermier Wang Yichan, qui a été infecté par le H5N1 en décembre 2009. Et grâce à cette infection, j'ai pu travailler dans cette ferme. Donc, j'ai pu observer comment les travailleurs de cette ferme, il y a à peu près 5 travailleurs qui viennent de Chine populaire, même si le fermier, lui, est hongkongais. Il y a à peu près 30 000, il y avait 30 000 volailles à l'époque où j'y travaillais. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans cette ferme, il y avait donc des poulets sentinelles, qui étaient donc des poulets non vaccinés, qui mouraient les premiers lorsque la ferme était infectée par un virus de grippe. Et en chinois, le terme pour poulet sentinelle, c'est Xiaobingji, qui signifie littéralement un poulet qui siffle comme un soldat. Et donc, cette militarisation des poulets, qui est une façon aussi de les faire rentrer dans la communauté humaine, en les enrôlant dans des dispositifs de sécurité, m'a beaucoup intéressé. Bon, je vais passer un peu vite parce que je commence à avoir mangé mon temps. J'ai beaucoup travaillé donc avec les virologues, les fermiers, et puis avec les observateurs d'oiseaux, les ornithologues. Parce que quand je suis arrivé à Hong Kong, donc, j'ai écrit à l'association des ornithologues de Hong Kong et ils m'ont parlé d'une mobilisation qu'ils avaient fait à l'égard du gouvernement pour montrer que les cas de virus sur des oiseaux sauvages, de virus H5N1 sur des oiseaux sauvages, n'étaient pas découverts dans les réserves naturelles où ils aimaient aller voir des oiseaux, donc soit des oiseaux aquatiques ici dans le wetland, donc la zone humide de Mai Po, dans le détroit de la rivière des Perles, ou dans les forêts de Tai Co, ou dans les îles de Lama ou de Potoi, mais dans le marché aux oiseaux de Mongkok, qui est un des lieux les plus denses de Hong Kong et de la planète tout entière, où vous aviez des bouddhistes qui relâchaient des oiseaux. Alors, bon, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de cette association, qui est une association coloniale d'officiers qui allaient justement sur cette frontière avec la Chine pour observer si l'armée allait venir et qui en profitait pour voir des oiseaux, qui est devenue majoritairement chinoise après 1997, qui est vraiment devenue justement une association de société civile mobilisée contre les projets de construction, contre les décisions arbitraires du gouvernement, et qui notamment donc, se mobilise contre le lâcher d'oiseaux sauvages par des bouddhistes, qui est là aussi une technique rituelle dont j'ai fait l'histoire, mais qui consiste à lâcher des oiseaux, mais aussi des tortues, des poissons, des coquillages, toutes sortes de vivants, en espérant que les mérites qui sortent de ce geste rejaillissent sur les humains dans une vie future. Et donc, ce que les ornithologues ont montré, c'est que ces oiseaux relâchés, souvent, meurent parce qu'ils sont pris dans des cages où il y a beaucoup de stress et donc de diffusion de maladies. Et les ornithologues ont donc montré comment on pouvait relâcher du vivant de façon juste, de façon environnementalement adéquate. Donc là, vous avez des petits livres. Donc là, c'est le livre bouddhiste de Fangsheng, Fangsheng Shoshu, un manuel de lâcher de vivant, pardon, un manuel pour lâcher la vie, ou pour laisser vivre, si vous voulez, si on prend la formule de Foucault. Et là, vous avez que chez Fangsheng Shoshu, donc un manuel de lâcher de vie scientifique. Donc, qui vous dit non pas les prières à faire quand vous lâchez un animal, mais les lieux où vous pouvez relâcher, les environnements dans lesquels vous pouvez lâcher telle ou telle espèce d'oiseau. Et les ornithologues invitent les religieux dans les cérémonies où ils relâchent des oiseaux avec des antennes GPS. Ça m'a beaucoup passionné, mais je passe très vite là-dessus. Donc voilà, moi ce que j'ai fait en tant qu'anthropologue, une fois que j'ai un peu reconstruit cette grande technique de préparation en pandémie qui est la mise en place de sentinelles, c'est d'étudier en quelque sorte tous les lieux où les sentinelles transforment les relations entre humains et oiseaux.
Et je pense qu'on pourrait faire la même chose avec les relations entre humains et chauves-souris. Alors, ce qui est intéressant dans le concept de sentinelle, c'est que c'est vraiment ce que Lévi-Strauss appelle un opérateur totémique, c'est-à-dire que ça permet de passer d'un niveau de généralité à un autre, c'est-à-dire que ça permet de décrire plein de lieux, réserves naturelles, fermes, laboratoires, où on contrôle les transmissions de pathogènes des oiseaux aux humains, dans un territoire comme Hong Kong, mais aussi Taïwan, mais aussi Singapour et peut-être la Chine. Et puis ensuite, ça permet de passer au niveau global où il y a des territoires qui sont des sentinelles pour une pandémie. Par exemple, Hong Kong pour la pandémie de H5N1 ou Wuhan pour la pandémie de Covid. Et puis, vous pouvez redescendre encore en bas au niveau de l'organisme où vous avez des cellules sentinelles qui alertent le système immunitaire de l'arrivée d'un nouveau virus. Et je dois passer très vite là-dessus parce que j'ai trop pris de temps au début, mais on pourra revenir là-dessus. Et finalement, pour penser ces trois niveaux, la cellule, la ferme, on va dire, et le territoire au niveau global, donc ces trois niveaux où se transmettent des signaux d'alerte, eh bien, j'utilise la théorie d'un ornithologue qui s'appelle Zahavi, que Vinciane Després, donc la philosophe belge, a fait connaître en France dans les années 90, et qui a toute une théorie des signaux coûteux et des concurrences, des compétitions entre vivants pour envoyer des signaux d'alerte que je trouve tout à fait passionnante pour décrire ce qui se passe. Et puis bon, en arrière-plan de tout ça, il y a aussi le travail que j'ai fait au musée du Quai Branly, comme justement un réservoir ou un stock du vivant pour montrer la beauté de ces matérialités aviaires en tant qu'elles nous signalent en quelque sorte un monde perdu ou le risque de perdre le monde dans lequel nous vivons. Alors, je termine, excusez-moi d'avoir été un peu long, je vais simplement traduire cette diapositive. C'est donc les trois arguments que je voulais faire pour conclure. En jouant sur ce terme réservoir aviaire, alors bien sûr ça marche en anglais, moins bien en français, mais cette idée de réservoir aviaire, en fait, souvent est utilisée dans ce qu'on appelle la santé globale pour stigmatiser des populations asiatiques, et je joue d'ailleurs sur Asian Reservoir, stigmatiser des populations asiatiques pour leur association avec des animaux dans des marchés, ce qu'on appelle wet markets, on pourra revenir là-dessus aussi. Mais ce sont, pour moi, en tant qu'anthropologue, des sites de relations intenses entre les hommes et les animaux et de communication entre interespèces qui signalent des menaces environnementales communes. Deuxième argument, les réservoirs aviaires sont des sites épidémiologiques de surveillance où les pandémies futures sont imaginées et simulées, mais aussi des ressources esthétiques pour la conservation de l'information passée et des matérialités passées, de la même façon que les musées culturels et les réserves naturelles, au sens de réserve, par exemple, d'oiseaux sauvages. Troisième argument, les réservoirs aviaires sont des sites critiques où les interventions sacrificielles du pouvoir pastoral sont mises au défi par l'échange de perspectives entre les chasseurs de virus et les oiseaux sentinelles. Voilà, merci de votre attention et je serai très heureux de prendre vos questions. Merci Frédéric. Alors, est-ce que tu voudrais bien peut-être enlever ton partage d'écran pour qu'on retrouve… Donc, j'enlève le partage d'écran. Répondre à des questions. Arrêtez de partager. Voilà. C'est bon, je te vois en grand là. Magnifique. Voilà. Est-ce que si vous voulez poser une question, vous voudriez bien, alors par exemple, utiliser, si vous ouvrez l'onglet participants, vous pouvez les uns les autres, il y a un petit bouton pour lever la main, raise hand, qui va faire apparaître une petite main bleue qui va vous faire monter en haut de la liste et qui me permettra de vous donner la parole. Je rappelle donc que cet enregistrement sera dès demain sur YouTube, que si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous pouvez poser votre question dans le chat. Sinon, vous pouvez aussi, si vous acceptez que votre voix soit enregistrée, la poser en coupant votre caméra. Et que si vous laissez votre caméra en voulant poser une question, nous supposons que vous avez accepté d'être enregistré et diffusé. Est-ce que… je ne vois pas de petites mains se lever encore. Ah si, Pascal, Sarah, dans cet ordre, très bien. Je vais donner la parole à Pascal. Oui, bon,
Bonjour. Merci beaucoup, Frédéric Keck, pour cet exposé. Et en vous écoutant, autour de la notion de sentinelle, finalement, enfin, je me suis demandé si justement ces sentinelles avaient bien fonctionné pendant cette épidémie. Est-ce qu'il n'y a pas à l'origine un problème de ce côté-là? Juste pour vous poser une question toute simple. Alors, merci pour cette question. Donc, justement, c'est cette question qui a justifié l'ajout d'une postface au livre français qui s'intitule Sentinelle et lanceurs d'alerte, première leçon du coronavirus de Wuhan. Parce que justement, dans le livre qui a été donc rédigé entre 2014 et 2016, je n'avais pas fait cette distinction. Même si, bien sûr, je connais les travaux de Château-Renaud et Torny sur les lanceurs d'alerte, sombres précurseurs. Et que j'ai toujours essayé de construire mon analyse un peu, comment dire, en parallèle à la leur, en disant, bon, finalement, moi, j'ajoute les non-humains comme lanceurs d'alerte, mais j'ai jamais vraiment conceptuellement fait la distinction. Et tout simplement parce qu'en fait, Hong Kong était à la fois sentinelle et lanceur d'alerte. Comme on le voit chez ces virologues, finalement, ils ont capté l'information génétique du SRAS, génétique et physiologique d'ailleurs. Et ensuite, ils ont lancé l'alerte à l'OMS sur la dangerosité de cette pandémie. Ils ont pu faire les deux. Et en fait, ce qui s'est passé à Wuhan, c'est qu'ils ont capté l'information génétique. Ils ont très vite informé le monde sur le fait que c'était un virus de SRAS, que ça venait des chauves-souris, que c'était très dangereux parce que nos systèmes immunitaires n'étaient pas prêts à ce virus. Par contre, ils n'ont pas informé l'OMS suffisamment tôt. Les lanceurs d'alerte, donc le fameux Li Wenliang, donc, mais en fait autour de lui, c'est toute une équipe de médecins de l'hôpital de Wuhan, ont été non pas mis en prison, mais blâmés. Li Wenliang, on le sait, est mort le 6 février. La chef de l'hôpital de Wuhan, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais enfin, elle est mise au silence. Et donc, c'est très intéressant de voir comment, finalement, le gouvernement de Pékin a voulu répliquer à Wuhan ce qui s'était fait à Hong Kong, c'est-à-dire un système de sentinelle pour capter l'information virologique le plus tôt possible, mais n'a pas pu répliquer ce qui fait l'essence de Hong Kong, et on le voit actuellement dans le combat entre Hong Kong et Pékin, c'est-à-dire la liberté d'expression. C'est-à-dire que pour qu'une sentinelle fonctionne vraiment, il faut de la liberté d'expression. Ou en tout cas, pour qu'une sentinelle débouche sur une alerte, il faut la liberté d'expression. Voilà. Alors, dans la postface, je fais une distinction beaucoup plus complexe à vrai dire, dont je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est ce lien entre rapidité de l'information et liberté d'expression qui est vraiment au cœur de ce qui s'est passé à Hong Kong et qui a manqué à Wuhan. Merci. Je voulais juste ajouter, je donne la parole à Sophie juste après, et justement, parce que la semaine dernière, Patrick nous a parlé du fait que ces épidémies, il y a un temps de latence, d'observation possible par les gens qui savent observer les expositions entre espèces, qui savent, les vétérinaires donc, que tu as décrit. Je lisais un article sur Zenglishi, je ne sais pas comment on dit. C'est la virologue de Wuhan. Oui, un article, oui, qui la suit dans le monde, ouais. dans les grottes de la forêt, Ouais. à chercher des chauves-souris, qu'elle publie en 2017 son article où elle isole le RATG13, qui serait une branche de coronavirus trouvé en 2007 dans un horseshoe bat. Donc, là, sur ton système de sentinelle, on a des signaux détectés très tôt, il y a 2 ans. Comment ça organise? J'imagine qu'ils doivent trouver tout un tas de virus candidats à la possibilité de la mutation. Comment se passe cette observation-là? Bon, je vais travailler là-dessus maintenant parce que donc j'ai eu un projet ANR qui va me permettre de cartographier les marchés aux animaux en Chine centrale. Et bon, on va un peu sur les traces du pangolin. Moi, je doute qu'on découvre du pangolin, mais on va essayer de voir toutes les espèces animales qui sont vendues sur ces marchés. Je doute aussi qu'on trouve de la chauve-souris, parce que la chauve-souris n'est pas consommée dans la médecine chinoise traditionnelle, à la différence
de ce qui se passe en Australie ou en Asie du Sud-Est. Mais je vais travailler donc avec Arnaud Morvan, qui est un anthropologue qui a travaillé avec moi sur les virus de chauve-souris en Australie. Parce que donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'Australie est c'est un peu comme pour la grippe, hein, mais avec 20 ans de décalage. L'Australie est le lieu où on a commencé à étudier les virus de chauve-souris en 1994 avec le virus Endra. Donc Endra, c'est une ville à côté de Brisbane où il y a eu un virus qui s'est passé des chevaux à un vétérinaire qui en est mort. Et en fait, on s'est rendu compte que ces chevaux étaient infectés par des chauves-souris qui étaient sur les arbres autour des élevages de chevaux. À partir de là, on a commencé à étudier des virus de chauve-souris. Et puis, il y a eu une autre émergence très proche qui est le Nipah en Malaisie et au Bangladesh, avec là des mécanismes de propagation par des cochons ou sans cochons, mais en tout cas dans des populations rurales, hein, beaucoup plus exposées, il y avait pas mal de morts. Et donc, on a fait cette famille de virus qui s'appelle Nipah. Donc, on a beaucoup étudié les virus Nipah avant le SRAS. Et puis, on savait aussi que Ebola, ça venait des chauves-souris, mais ça, ce n'était pas très étudié. Hein. C'était surtout les singes, la transmission par les singes qui était étudiée, à ma connaissance. Mais vous avez, on a, si tu veux, une espèce de transmission de compétences des virologues australiens vers l'Asie du Sud-Est, vers la Chine en 2003 avec le SRAS, quand Guanyi découvre que le coronavirus du SRAS vient des chauves-souris. Et là, les autorités de Pékin investissent sur la cartographie des virus de grippe avec cette Madame Zheng là, et d'autres. Hein, je les ai rencontrés, c'est des très très bons scientifiques. Hein, ils vous montrent des schémas incroyables. Alors ils font vraiment du séquençage génétique à fond les ballons. Hein. Donc en termes de raisonnement, je trouve naturaliste, c'est pas encore tout à fait ça. Mais par contre, il y a je dis pas encore tout à fait ça au sens où ils ont du mal à exposer le raisonnement sous-jacent. Ils sont pas formés à l'écologie. Par contre, il y a donc le grand héros ou le grand expert des virus de chauve-souris, c'est un Shanghaïen qui a fait sa carrière en Australie et qui est maintenant à Singapour, qui s'appelle Wang Lingfa et qui lui a synthétisé toute cette information sur les différents virus de chauve-souris. Et justement, tout le problème, c'est d'arriver à coordonner cette collecte. C'est du big data, si tu veux. C'est vraiment, on a des virus de chauve-souris qui sont prélevés par des tas de gens un peu partout, et il faut identifier les signaux que ces virus de chauve-souris vont passer aux humains. Donc, quand il y a un virus qui émerge chez les humains comme le Covid, le SRAS-CoV-2, là, on va chercher dans la banque, on fait de l'analyse phylogénétique et on trouve les similitudes. Mais ça ne veut pas dire que quand on a la banque de données des virus de chauve-souris, on peut dire, ah, attention, celui-là, il va donner… On ne peut pas vraiment anticiper. En fait. Et parce que pour ça, il faut des raisonnements écologiques pour comprendre les déplacements des chauves-souris, etc. C'est très compliqué à suivre les migrations des chauves-souris. Je vois qu'il y a une question, justement, j'en profite pour y répondre sur les systèmes immunitaires des chauves-souris. Donc, en fait, il y a effectivement arrivé à tracer les chauves-souris par les mutations des virus de chauves-souris. Et ensuite, ça c'est la partie en quelque sorte chasseur, hein, écologique. Et puis ensuite, il y a le travail sur la physiologie des virus de chauve-souris. Et ça c'est très compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles expérimental de la chauve-souris. C'est très compliqué de prendre des cellules de chauve-souris, même si on commence à y arriver en laboratoire. Mais en tout cas, l'hypothèse qui gouverne la plupart de ces recherches, qui est vraiment passionnante, et je crois que les articles du Monde y avaient bien rendu hommage, c'est qu'en gros, les chauves-souris étant les seuls mammifères qui ont évolué pour voler, elles ont développé des systèmes immunitaires très performants qui leur permettent d'abord de réparer leurs télomères. Enfin, il y a tout un truc avec les télomères des molécules d'ADN. Donc, elles ont des mécanismes de réparation des cassures génétiques. Et ensuite, elles peuvent résister à des virus très pathogènes parce qu'elles vivent dans des colonies où vous avez des grands échanges interespèces. Parce qu'elles ont aussi des mécanismes de migration hallucinants où elles peuvent justement se mélanger entre espèces pour passer d'un écosystème à un autre. Donc, ça fait que des virus très pathogènes qui devraient les tuer
elles arrivent à vivre avec de façon asymptomatique. Mais par contre, quand ça passe aux humains, du fait des transformations écologiques, eh ben, nos systèmes immunitaires ne sont pas du tout faits pour résister, ou en tout cas pour absorber cette information. Et donc, c'est la panique. Et c'est de ça qu'on meurt quand on a un Covid. Merci d'avoir pris c'était la question de Dominique Vuitton, une de nos prochaines intervenantes qui l'avait posée dans le chat. Je donne la parole à la petite main bleue qui suit, c'est celle de Sarah. Voilà. Sarah. Oui, bonjour, merci. Donc Sarah Carvalho. Je voulais revenir sur la question du P4 et plus du centre de contrôle, parce qu'à un moment, dans votre exposé, vous dites, bon, l'histoire dira si c'est de là que c'est parti ou pas. Bon, je discutais là récemment avec un Chinois qui disait que l'histoire ne le dirait pas à court terme parce que tout serait fait pour que ça ne soit pas dit. Mais au-delà de cette dimension-là, je voulais revenir à l'identification des wet markets comme le lieu des relations humains-non humains, parce qu'il me semble que justement dans ces laboratoires, il y a des relations aussi entre les humains et non humains qui sont de plus en plus fortes et qui sont de plus en plus cruciales. Et donc, quand vous proposez une approche, disons, à travers les deux éclairages du tournant ontologique et puis de la biosécurité, je me demande s'il n'y aurait pas aussi la nécessité enfin, c'est un peu ce que fait Rabino, hein, d'une certaine façon, mais justement de le lier plus à la question du tournant ontologique à travers ces lieux de technosciences qui, en fait, sont nos modalités aujourd'hui de chasseurs-cueilleurs et qui créent de nouveaux espaces et de nouveaux types de relations entre l'humain et le non-humain. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je vais répondre d'abord de façon factuelle là, sur Wuhan. Moi, je doute beaucoup que ce soit échappé du P4 parce que d'abord, il est très loin de la ville. Bon, alors effectivement, on peut imaginer un employé, un laborantin. Vous m'entendez? Parce que je ne vous vois plus. Si, c'est bon. On peut imaginer un laborantin qui serait rentré chez lui avec les mains sales. Voilà, à ce niveau quand même de contrôle, ce serait vraiment très étonnant. Et puis effectivement, l'enquête, si jamais il y a un laborantin qui a fait cette erreur, il va être sans doute lui-même coulé dans le béton, donc on n'en entendra plus parler. Par contre, ce qui est possible, c'est effectivement ce laboratoire donc de P2, niveau 2 de biosécurité, qui est à 2 km du marché où le premier cluster a été identifié. Donc là, on peut imaginer un scénario possible et l'enquête le montrera. Alors bien sûr, ce sera une enquête chinoise, donc il faudra sans doute des dizaines d'années avant de… Et je ne vois pas sur quelle archive en plus on va se baser. Par contre, votre question sur est-ce qu'on peut étudier les relations humains-non humains dans les laboratoires et pas seulement effectivement dans les forêts où les virologues vont chasser des virus de chauve-souris. Oui, tout à fait. Alors moi, je rêverais d'étudier le P4 de Wuhan. Peut-être que dans 5 ou 6 ans, ce sera possible. Parce que justement, c'est quand même construit par la France. Donc, il faudrait qu'on puisse étudier ce qui se passe là-dedans. Mais effectivement, alors, est-ce qu'on y met des chauves-souris vivantes? Je ne sais pas. Je sais qu'en Australie, on peut travailler sur des chauves-souris vivantes. Je sais qu'au Ghana, je suis en train d'écrire un article là-dessus, sur comment on construit des réserves de chauves-souris pour l'expérimenter des virus de rage au Ghana. Et donc ça implique effectivement des relations humains-non humains. Et puis, ça implique effectivement des techniques de chasseurs-cueilleurs qui sont à la fois des techniques de précaution, au sens où justement on fait attention à ce que la chauve-souris ne se venge pas des mauvais traitements qu'on lui impose en envoyant des virus très dangereux. Donc ça, c'est toutes les mesures de biosécurité. Mais il y a aussi des techniques de stockage, alors vraiment au sens de storage, pas au sens de stockpiling. Et c'est tout ce que j'ai étudié avec Emma Koval et Johanna Radin sous le terme de cryopolitique. C'est-à-dire le fait que les échantillons de virus, ce qui fait justement que ça peut donner des arbres phylogénétiques à la fin, donc comme modèle de simulation des pandémies à venir, c'est qu'il y a tout un travail de fabrication d'échantillons pertinents en quelque sorte,
qui reposent à la fois sur les banques de données virales, mais aussi sur des frigidaires dans lesquels on congèle des virus de grippe, des coronavirus de chauve-souris, etc. Et alors, ça, pour les ethnographes, c'est vraiment passionnant. Ce n'est pas très beau à voir. Hein. En gros, c'est des frigos avec la température dessus. Mais là aussi, je rêverais d'avoir des ethnographes qui vont vraiment regarder très précisément comment on met des virus de chauve-souris dans des frigidaires, comment on les sort, comment on les classe. Voilà, là, il y a vraiment un beau travail à faire. Je vais donner la parole à la petite main bleue de Sophie, là, hop. Merci. Ah bah ok, tu m'as ouvert mon micro. Bonjour. Je voudrais revenir sur le tableau qui avait 3 colonnes. On a surtout parlé des sentinelles, j'imagine, parce que c'est là qu'est la zoonose, le point de contact entre les humains et les animaux. Mais bon, dans votre travail, il y a la sentinelle, il y a la simulation et le stockage. Alors, sur la je voudrais venir juste une petite question sur la sentinelle et puis après, du coup, poser une question essentiellement sur la simulation. Vous venez de parler du stockage. Le vocabulaire militaire qui soutient la sentinelle me frappe, et d'ailleurs vous l'avez relevé vous-même avec le poulet qui siffle comme un soldat là, l'échappée aussi, enfin c'est plein d'un vocabulaire c'est plein d'un vocabulaire militaire, et puisque vous citiez Vinciane Després, il y a d'autres façons. Enfin, je voudrais savoir si le vocabulaire ou si le modèle stratégique militaire est essentiel dans ce que vous étudiez, ou c'est-à-dire si on peut défendre l'hypothèse selon laquelle la conceptualité même de la sentinelle est de nature militaire, voilà, avec ses outils aussi de gestion et tout. Ouais. Ou si c'est historiquement déterminé, ou bien si c'est un choix qu'on ne vote pas, et qu'en fait on pourrait parler de la sentinelle différemment. Évidemment, la sentinelle, c'est celle qui est à Saguérite, mais j'imagine que des gens qui travaillent derrière Vinciane Després sur d'autres rapports de cinégénétique, de chasse, d'observation des animaux, parleraient pas de vocabulaire militaire, mais au contraire de l'endroit où on peut inventer d'autres relations avec ceux qui nous alertent pas, mais qu'on peut utiliser comme des sentinelles, avec qui on peut nouer une relation qui fait d'eux des sentinelles. En fait, c'est pas des sentinelles, évidemment, ils guettent rien pour nous. C'est nous qui en faisons des sentinelles. Et du coup, je pose les deux questions en même temps. Donc, sur cette sentinelle militaire ou pas. Et du coup, si on peut penser à un autre rapport, si on pensait différemment la sentinelle, c'est pas des soldats, c'est des gens avec qui nous on construit une relation telle qu'on les écoute de façon à ce qu'ils puissent nous alerter. Alors qu'évidemment c'est pas leur comportement. Ça veut dire qu'il faut intégrer les non-humains évidemment différemment. Je redouble ma question sur la deuxième colonne du tableau, celle de la simulation. Dans la simulation, alors si j'ai bien compris, vous en avez parlé à 2 reprises. D'abord dans des scénarios qui sont écrits par des professionnels ou dans lesquels les acteurs sont en fait les acteurs de la santé publique. Et donc, première question là, est-ce qu'il y a des non-humains dans ces scénarios? Et puisque vous avez parlé à un autre moment sur des scénarios qui sont des modèles, là, cette fois-ci, là, de la même façon, voilà, est-ce que les modèles qu'on invente, les scénarios qu'on invente pour s'entraîner à voir émerger des émotions fortes, comme vous disiez, et d'un autre côté, les scénarios qu'on invente pour modéliser la propagation des épidémies, est-ce qu'ils sont variables en fonction du type de relation qu'on a avec les non-humains? Voilà, j'espère que c'est clair. Ouais, non, merci, c'est une très bonne question. Alors, donc, c'est tout l'enjeu de l'anthropologie des techniques de préparation, de comprendre comment on passe du militaire au sanitaire et à l'environnemental. C'est-à-dire ce qu'ont étudié donc Lakoff et Collier à la suite de Rabineau. Puis il y a beaucoup d'historiens de l'environnement qui ont fait ça, même si eux sont anthropologues. C'est comment tous les scénarios qui ont été construits par l'armée américaine et la défense civile pour anticiper une attaque nucléaire et impliquer la population américaine dans les exercices de simulation d'une attaque nucléaire sont transférés à la fin de la guerre froide
Oui. dans ce qu'on appelle All Hazards Planning, ou l'anticipation de la generic threat, de la menace générique, c'est-à-dire toutes les catastrophes du type ouragan, on l'a vu avec Katrina, inondation, attaque terroriste et pandémie. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que l'idée que le SRAS soit un 11 septembre asiatique marche très bien, parce que l'idée, c'est qu'on peut transférer vers la santé globale, donc l'anticipation des pandémies, Bill Gates, etc., des techniques d'anticipation des attentats terroristes et des techniques de simulation qui impliquent les populations dans la réalisation du scénario catastrophe. Tout ça, c'est vraiment les mêmes, c'est pas les mêmes groupes, mais disons, c'est les mêmes logiques qui sont simplement transférées d'un domaine à un autre. Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est de comprendre comment ce qui a été construit par des militaires peut être approprié par la société civile. C'est tout l'enjeu de l'élargissement de la catastrophe, de la menace nucléaire à la menace générique. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai travaillé sur les observateurs d'oiseaux, parce que bon, les virologues, en fait, ils travaillent beaucoup comme des militaires, hein, en fait. C'est vraiment secret défense, c'est difficile de les faire parler. Par contre, quand ils s'associent avec des observateurs d'oiseaux, là, c'est beaucoup plus facile d'avoir des informations, parce que les observateurs d'oiseaux, donc les bird watchers, qui est vraiment une logique très britannique de société civile, en Angleterre, c'est 1 million de membres de la Birdwatching Society, de citizen science, sciences citoyennes. Comment est-ce qu'ils s'allient avec le dispositif de biosécurité pour justement produire de la préparation et de l'anticipation? Alors, Vinciane Després a beaucoup réfléchi là-dessus, parce que dans son livre sur Zahavi, donc la danse du cratérope écaillé, elle pose justement cette question. Comment est-ce qu'un militaire israélien, parce que Zahavi c'était un officier de l'armée israélienne, qui, quand il avait un peu de temps perdu dans le désert du Negev, observait les oiseaux. Et donc, il est devenu ornithologue. Et d'ailleurs, les comportements sentinelles, ça suscite tout un débat à l'intérieur de… Parce que la théorie du handicap de Zahavi est vraiment considérée aujourd'hui comme un pilier de la biologie néo-darwinienne. Ça suscite tout un débat de savoir dans quelle mesure ce n'est pas une transposition de schéma militaire sur les oiseaux. Et sur le vivant en général. Et Després répond très bien à cette question en disant mais non, parce que justement les comportements sentinelles, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà du militaire, c'est vraiment quelque chose du rapport du vivant à son environnement, qui est l'idée de faire des signaux d'alerte, d'être en compétition pour faire le plus beau signal d'alerte. Bon, je réfléchis beaucoup à ces choses-là. Mais pour moi, j'applique donc à tous les groupes qui se… C'est pour ça que la préparation aux pandémies n'est pas juste une espèce de paranoïa des institutions globales. C'est vraiment quelque chose qui peut susciter une mobilisation de tous les groupes qui sont soucieux de l'environnement. Alors, dernière réponse à la question sur les simulations. Justement, les simulations de pandémie, donc effectivement, je l'emploie en deux sens. Hein. Il y a effectivement il y a la simulation, ce qu'on appelle desktop, donc en bureau ou en ordinateur. C'est ce que font mes virologues quand ils font des arbres phylogénétiques. Et puis parfois, justement, c'est des logiciels qu'on fabrique pour faire jouer des gouvernants. Alors Bernard Kouchner, il a fait ça, par exemple, au moment des grands exercices de 2003, je crois, 2003-2004. C'est-à-dire qu'il était avec des grands gouvernants et puis on leur donnait un scénario de pandémie et puis ils devaient prendre les bonnes décisions. Mais tout ça, c'était avec un ordinateur et des cartes à jouer. Et puis, il y a ce qu'on appelle real ground exercise, donc les exercices justement en lieu réel. Et là, on a des acteurs, donc on a des acteurs, des vrais acteurs, enfin, comment dire, des acteurs qui jouent le rôle de quelqu'un d'autre et des acteurs qui jouent leur propre rôle. Et puis, il y a des scénaristes qui, eux, passent d'un groupe à un autre, qui d'ailleurs gagnent de l'argent avec ça, hein, qui viennent d'ailleurs souvent à la fois du théâtre et de la défense civile. Et dans ces scénarios, on inclut les non-humains. C'est-à-dire, par exemple, à Hong Kong, j'ai vu des scénarios où vous avez un virus. Alors, par exemple, le cas classique, c'est vous avez un virus dans un marché de poulets, on tue les poulets, et le type qui a travaillé dans le marché va en ville et on l'arrête avant qu'il aille en ville.
Bon, ça, le poulet n'a pas beaucoup d'agentivité dans ce scénario. Mais vous avez des scénarios avec un virus qui rentre dans une grande tour de résidence, comme on en voit à Hong Kong, et il faut évacuer les résidents. Et il y en a qui ont des animaux domestiques. Qu'est-ce que vous faites avec le chien de la petite dame? Et bien ça, c'est des questions très sérieuses que se posent les écrivains de scénarios pandémiques. Il y avait justement une question de Gilles dans le chat. C'était exactement là-dessus. Je pense, on va Oui. voir si tu lui as complètement répondu, mais je la. Bonjour, avez-vous étudié de plus près l'organisation des simulations de pandémie avec des comédiens? Comment ça se Ouais. passe? Vous avez notamment évoqué l'écriture de scénarios de pandémie dont vous avez parlé. Comment ça se passe, notamment dans la relation entre le réel et la fiction, la place de l'imaginaire? Donc moi, j'ai suivi un scénario, un exercice en temps réel sur une journée. Ça a été assez long hein, pour avoir accès à cet exercice à Hong Kong. Et puis à Singapour, j'en ai manqué un, mais je l'ai suivi en vidéotransmission. Parce que c'était vraiment, comme là on fait un YouTube, c'était dans un abattoir à Singapour et on ne pouvait pas assister à l'exercice. C'était les employés de l'abattoir qui simulait un cas de transmission de grippe aviaire. Et donc, j'ai pu faire des entretiens avec les organisateurs de l'exercice à Singapour. Et puis donc à Hong Kong, j'ai pu faire des entretiens avec les comédiens, mais c'était aussi assez compliqué. C'était longtemps après, enfin quelques mois après, j'ai pu faire des entretiens par email, j'ai pu avoir accès à l'organisateur de l'association qui fournissait en comédien. Donc tout ça c'est pas facile. Hein. Et j'espère que ça le deviendra parce que c'est vraiment, on est plusieurs à s'intéresser à ces simulations de catastrophes dans le domaine du nucléaire notamment. Hein. Mais voilà, Sandrine Revet travaille sur les simulations de catastrophes naturelles. Et c'est vrai que le nombre d'acteurs en jeu, alors l'anthropologie des rituels sert bien, hein, mais le nombre d'acteurs en jeu est vraiment très intéressant. Il y a effectivement le personnel hospitalier, les patients, les rédacteurs, ce qu'on appelle des simulateurs en fait, hein, qui sont sur place, c'est-à-dire qui modifient le scénario en fonction du déroulement de l'exercice. Ce n'est pas des gens qui donnent le scénario et qui disent débrouillez-vous, hein. C'est des gens qui suivent le déroulement de l'exercice. Voilà. Et donc ça, c'est un chapitre tout entier du livre qui m'a pris beaucoup de temps parce que c'est vraiment un chapitre très ethnographique. Et puis après, il y a toute une littérature de procédures de scénarios de catastrophe qui est assez amusante à reconstituer. Merci. Alors, on a une petite main bleue encore, c'est Chloé, à laquelle je donne la parole. Oui. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous étiez en train de dire sur les scénarios de préparation, les simulations, etc. Et du coup, aussi sur la préparation civile quoi, de la population à des événements comme ceux-là. Et moi, ce que j'avais en tête, c'était plutôt Tchernobyl et le bouquin de Svetlana Alexievitch, La supplication, où c'est des entretiens, les gens racontent comment ils ont vécu cet épisode. Et effectivement, je ne sais pas à quel point c'est comparable à un épisode épidémique, mais ce qui revient vraiment beaucoup dans les témoignages des gens, c'est qu'en réalité, ils étaient préparés depuis des décennies à des incidents de guerre nucléaire avec les États-Unis en pleine guerre froide, et tout le monde s'attendait à ce que ça se produise. Les enfants étaient préparés, les adultes. Il y a des scènes dans des films comme ça, je pense à Soleil Trompeur, où on voit une scène de préparation comme ça très gaie, où tout le monde est un petit peu en train de se baigner, puis on fait cette préparation en riant, etc. Bah, bref, la société semble être préparée à quelque chose, et finalement, ce qui se passe, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, c'est en fait un incident technique qui est imputable aux soviétiques eux-mêmes. Et du coup, un peu comme ce que vous racontiez en Chine, c'est-à-dire on a déjà les dispositifs qui sont tout prêts, mais en fait, pour des questions d'abord politiques, l'information, elle est dissimulée, ça fait des victimes, un nombre de victimes considérable. Donc ma question, c'est, avec toutes les réserves de la comparaison qui est peut-être pas toujours pertinente, mais à quel point est-ce qu'on peut se préparer à des épisodes comme ceux-là en tant que société, quoi. Pas seulement les dispositifs d'experts, mais vraiment la société civile. Ouais. Alors ça, c'est vraiment tout l'argument de mon collègue Andrew Lakoff hein, qui a travaillé là-dessus. Stephen Collier a travaillé là-dessus, justement en Union soviétique, mais pour des raisons d'accès aux archives, il a arrêté. Après, il y a tout le travail de Adriana Petrina sur l'Ukraine, hein, qui a d'ailleurs écrit sur Sentinelle et simulation à Tchernobyl. Mais Andrew Lakoff, lui, il a travaillé plutôt sur donc, préparation aux pandémies
aux États-Unis et il a ce livre qui s'intitule Unprepared. Et l'argument qu'il fait, c'est qu'on est toujours unprepared. C'est-à-dire que les scénarios catastrophes, les techniques de sentinelle, les stockages de biens prioritaires, ça ne marche jamais. Et ça, c'est vraiment l'avantage de l'anthropologue par rapport à l'autorité sanitaire, c'est de constater, mais c'est comme les rituels, hein, les rituels, ça ne marche jamais. Hein. Il y a toujours un truc qui fait que ce n'est pas comme on avait prévu. Et bon, après, on peut dire, c'est vrai que la bureaucratie est tellement énorme que, enfin, je veux dire, la procédure est tellement énorme qu'effectivement, c'est trop complexe pour anticiper des événements aussi multiples que les émergences virales. Après, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que ça dépend effectivement de conditions politiques. Hein. Est-ce qu'on est suffisamment prêt? Il faut à la fois que le système hospitalier fasse l'objet d'un investissement comme en Chine et en même temps que l'information soit libre et transparente comme aux États-Unis. Mais on voit bien qu'aux États-Unis, les stocks de masques ont fondu comme en Europe, hein, et d'antiviraux, etc. Donc, quel que soit le système politique, en quelque sorte, nous sommes tous unprepared. Enfin, le nombre de données qu'il faut pour qu'on soit vraiment préparé est assez énorme. Mais ce qu'il faut, il ne faut pas désespérer de la préparation, en quelque sorte. Il faut pas. Enfin, moi, moi, je suis plutôt. C'est un point où on n'est pas tout à fait d'accord avec mon collègue Andrew Lakoff, c'est que moi, je suis plutôt un. Comment dire j'essaie de donner une version optimiste de la préparation. C'est-à-dire que tout l'enjeu, en fait, c'est d'expliquer. Tout l'enjeu pour Lakoff, c'est d'expliquer l'écart entre la prévention qui a fonctionné en Europe et aux États-Unis pendant 2 siècles et qui permet en gros d'anticiper le futur à partir de la mutualisation des risques par les assurances, l'État-providence, etc. Et donc distinguer ça de la préparation et d'expliquer justement dans le débat public à quel point ces deux rationalités d'anticipation du futur sont différentes parce qu'en général, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe avec la préparation qu'on applique dessus des schémas de prévention. Et voilà à peu près ce que dit Lakoff. Moi, je rajoute quelque chose de plus, justement, qui est parce que je rajoute plus la sociologie des sciences, la sociologie des mouvements environnementaux, qui est de dire, mais finalement, les mouvements environnementaux peuvent s'approprier les techniques de préparation. Et donc, même si on sait que ça ne fonctionne pas, même si on sera toujours désarmé face à la catastrophe, on peut quand même s'approprier cet imaginaire qui a été fabriqué par des militaires pour justement reconstruire des relations avec les non-humains qui ont été quand même endommagés par la plupart de nos dispositifs sociotechniques. Merci pour cette réponse. Nous approchons de la fin, mais je vois il y a des remarques de Patrick et de Dominique. Je me disais qu'on pourrait peut-être, pour conclure, donner la parole à Patrick et à Dominique. Ça permettrait d'annoncer la prochaine séance. Avant de remercier Frédéric, je vais ouvrir les micros et de Patrick et Dominique. Est-ce que je la vois? Oui. Si vous voulez faire une remarque et puis annoncer notre prochaine séance. Je vais laisser la dernière parole à Dominique, puisque c'est elle qui va proposer la prochaine séance. Moi, j'ai beaucoup appris et observé. C'est vrai que maintenant, j'aimerais aller vers des discussions en profondeur qui sont difficiles à avoir dans le cadre de ce séminaire. Je suis écologue, hein, donc moi, je suis du côté des oiseaux, finalement. Oui. Des oiseaux, des chauves-souris. Et dans l'aspect sentinelle, je vois bien que la sentinelle, on la place vraiment à l'interface homme-animal, mais que derrière, il y a des sentinelles animales. Et nos poulets siffleurs, ils sont intéressants, mais quelque part, ils peuvent peut-être aussi ne pas siffler quand une maladie les affecte pas, mais qui pourrait affecter l'homme. Dans ce cas, ils sont transmetteurs. Au contraire, siffler trop vite, parce que c'est une maladie qui les affecte, une peste aviaire, par exemple, qui n'affectera pas l'homme. Mais je pense que tout ça, Frédéric en est bien conscient, et que là, il faudrait aller dans le détail de la discussion pour pouvoir approfondir. Mais là, franchement, j'aurais envie d'aller en amont encore, c'est-à-dire quitter les marchés et aller vers toute cette interface faune sauvage lointaine qu'on trouvait déjà dans les réserves à Hong Kong, etc. Et voir exactement si la sentinelle, on pouvait aussi la mettre encore plus en amont qu'elle n'est placée actuellement. Voilà. Hein. Maintenant, je vais laisser la parole à Dominique, peut-être, pour nous préparer au bon micro qu'on devrait pouvoir, sur lesquels on pourrait avoir une information à la prochaine séance.
Dominique? Alors moi, en principe, on ne me voit pas. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien. Oui, oui, j'ai retenu dans la réponse à ma question sur le système immunitaire et concernant les chauves-souris, sortait le grand mot biodiversité, qui était vraiment à la base, même si on ne peut pas aller dans les coins du système immunitaire de la chauve-souris. Et je pense que biodiversité, ça va être le fil rouge de ce que je vais raconter la prochaine fois. Et donc, voilà. Donc. Et puis surtout, la suppression d'un certain degré de biodiversité, qui est un appauvrissement en termes de réponse immunitaire et donc de susceptibilité aux pandémies. Très bien. Mais dans la réponse que Frédéric a fait tout à l'heure à ma question, aussi, il me semble que la perspective de... si j'ai bien compris, Frédéric répondait que les groupes comme ceux de Ji Zhengli vont chercher des chauves-souris, font du tas de séquençage, font du big data avec des tas de virus, mais que pour déterminer et affiner ce qui serait susceptible de... On en revient à ce que Patrick disait la dernière fois, il faudrait ajouter aux vétérinaires et aux chimistes l'écologue. Oui, si tu me permets de reprendre la parole, c'est l'exemple de Nipah est un très bon exemple que Frédéric Keck a donné, parce que ce qui a fait le contact de Nipah, apparemment, c'est certainement des incendies qui ont eu lieu à cette époque, qui ont déplacé les populations de chauves-souris et qui les ont mis en contact avec des populations humaines avec lesquelles elles n'étaient pas en contact d'habitude. Donc, ce qui a fait en quelque sorte le contact. Donc, derrière la liste des microbes, virus, bactéries, etc., qu'on peut faire avec le séquençage massif, maintenant, c'est tellement facile, ça n'ignore pas du tout le travail des virologues. Quand je dis ça, mais disons que c'est techniquement possible maintenant. Derrière, ce qui va manquer, c'est forcément l'écologie, la dynamique des populations, les déplacements. À la limite, une population de chauves-souris isolée au fin fond du Congo, qui n'est jamais en contact avec des humains, mais qui héberge un virus extrêmement dangereux, n'est pas forcément problématique. Par contre, le déplacement de cette population de chauves-souris ou la rencontre de cette population avec des humains, soit parce que pour une raison écologique, la population prend de l'importance, elle passe de quelques centaines à quelques milliers, etc., ça peut changer beaucoup de choses. Et toutes ces dynamiques-là, qui sont étudiées par l'écologie, pour le moment, je ne connais pas d'endroit où elles peuvent être réellement prises en compte parce que l'investissement en recherche serait colossal à ce niveau-là, en moyens humains et matériels. Frédéric, en fait, oui, je veux bien réagir à cette discussion. Moi, pour ce lien entre biodiversité et sentinelle, je distingue je distingue à la suite des gens que j'ai lus, bien sûr, facteurs d'émergence et facteurs d'amplification. Oui. Parce que, en fait, si on réfléchit, la biodiversité est un facteur d'émergence. Et il y a même certains virologues qui disent quand on veut détruire le virus de la variole, la biodiversité est un argument pour maintenir le virus de la variole. C'est-à-dire qu'en gros, c'est justement la diversité des virus qui fait que certains deviennent dangereux, puisque par les contacts entre toutes les espèces qui bougent avec la mondialisation, eh bien, certains passent d'un écosystème à un autre alors qu'ils ne devraient pas le faire. Et donc, si on avait au contraire une biodiversité très très basse, peut-être qu'on n'aurait plus d'émergence. Ça, c'est un premier niveau de réflexion. Si je peux me permettre une petite interruption là-dessus, c'est un paradoxe, mais si on avait une biodiversité très très basse, on aurait des abondances d'une espèce ou de quelques espèces très très grandes. C'est ça. Des incubateurs formidables. C'est ça. Et ça, c'est le facteur d'amplification. Et c'est le facteur d'amplification. Et c'est pour ça que les virologues sont mal à l'aise avec la question de la biodiversité. Parce qu'en fait, souvent, ils disent que la biodiversité est facteur d'émergence. Par exemple, quand des chauves-souris se trouvent au contact avec des chevaux en Australie, quand des canards se trouvent au contact avec des cochons en Chine du Sud, et avec plein d'espèces, etc. Par contre, l'amplification, c'est effectivement l'élevage industriel de volailles en Chine, c'est-à-dire la réduction de la biodiversité génétique dans ces élevages qui deviennent des bombes à virus, quoi. La difficulté qu'on a, et là qui est vraiment réelle, c'est que quelque part, on sait que la biodiversité est quelque part une garantie d'une circulation à bas bruit des virus. On va dire ça comme ça. C'est ça. Bon. C'est ça.
ce qui nous intéresse. On n'a pas envie d'avoir des amplifications, on est d'accord. Le risque qu'on a, c'est justement par la densité humaine, la densité des animaux domestiques, en contact avec ces zones où les virus circulent à bas bruit, c'est d'avoir des amplifications. Ouais. Maintenant, si on dit la solution, c'est, je caricature, de détruire la forêt tropicale, comme ça on réglera une bonne fois à la biodiversité, on aura à ce moment des systèmes qui seront encore plus dangereux parce qu'on n'aura plus que les incubateurs. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est que la sentinelle, il faut la mettre dans ce qu'on appelle le goulet d'étranglement, là, le bottleneck évolutionnaire, entre le facteur d'émergence et le facteur d'amplification. C'est vrai, oui, tout à fait. Ou, pour le dire dans des termes simples, entre le sauvage et le domestique. Mais du coup, il faut accepter, et ça c'est dur d'un point de vue intellectuel, de dire qu'on vit dans un monde dangereux potentiellement, ouais. Et que ce danger est quelque part la garantie du bon fonctionnement des écosystèmes. C'est vrai. Et ça, c'est dur dans une société où on vous dit on ne veut pas de risque et risque zéro. Ben oui, mais si vous voulez du risque zéro, ça veut dire la vie, quoi, pratiquement. C'est ça. C'est ça. Oui, on pourrait effectivement simplifier considérablement la vie en réduisant le sauvage, quoi. Et on a vu aussi la dernière conférence que l'avantage est aux microbes. Hein. 160 000 générations de Lucie à nous, 10 ans pour faire 160 000 générations pour une bactérie. Tout de suite, on n'est pas compétitif de ce point de vue-là. Ah, non. Je vous écouterai bien toute la soirée, mais malheureusement, nous avons atteint normalement notre heure. Et donc, je vous propose de remercier encore Frédéric pour ce moment de discussion, pour sa présentation. Et vous remercier tous et vous donner rendez-vous dans 15 jours. Oui, rappelons que ça sera un mercredi et pas un mardi, exceptionnellement. On renverra un mail à tous les participants. Alors, merci. Merci. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Bonsoir à tous et à toutes.